Alors, nous arrivons donc à notre deuxième entretien qui concerne, bon, autour de ce que j'appelle la révolution combinatoire de la biologie. Donc, il faut dire d'abord un certain nombre de faits que tout le monde connaît. C'est dans les années 1950 que la structure fine de cette molécule de l'ADN a été dégagée et c'est un mot très long écrit avec 4 lettres et c'est une molécule en double brin, un peu comme une fermeture éclair si on veut. Les deux brins peuvent s'ouvrir et chacun des deux brins va retrouver le brin qui lui manque simplement par une sorte de correspondance biunivoque, les deux brins se correspondant, s'accrochant l'un à l'autre. Donc c'est la molécule en double brin. Puis ensuite, c'est la synthèse d'un certain nombre de produits dans la vie, l'ontogénèse des êtres vivants, c'est-à-dire il y a l'ARN et puis ensuite les acides aminés, il y a une vingtaine d'acides aminés, et puis la fabrication des protéines, les protéines qui sont, elles, plus proches des fonctions et des formes des êtres vivants. Donc tout ça, évidemment, dans un contexte qui a un rôle tout à fait fondamental dès le départ. Donc il y a une matrice cette matrice, elle est elle-même reproduite dans la reproduction des êtres vivants. Donc il y a non seulement l'ADN, mais il y a cette matrice. C'est, disons, cette grande découverte de l'hérédité qui est très fondamentalement dépendante d'une molécule, donc une molécule très longue qu'on appelle donc l'ADN, acide désoxyribonucléique. Alors, j'ai donc, dans ce livre que j'ai publié au début de l'année 2021, une approche qui est différente d'une approche empathique de la nature, qui, justement, un peu dans l'esprit de l'approche chrétienne dont nous avons parlé à la précédente conversation, et qui n'est pas non plus une approche socio-centrée. En deux mots, un certain nombre de penseurs et d'épistémologues ont fait remarquer que ce que nous appelons nature, c'est très très dépendant de l'histoire et de notre propre société. Ce sont notamment Serge Moscovici a développé ces idées d'état de nature, ça veut dire cette façon de comprendre la nature qui dépend au fond de notre histoire. Mon approche est complètement différente. Elle s'appuie sur deux arguments principaux, deux piliers, on peut dire. Et le premier argument, c'est les ordres de grandeur. Alors, les ordres de grandeur, c'est tout à fait important et impressionnant. La longueur de l'ADN du premier chromosome humain, c'est 220 millions de paires. On dit des paires parce que chaque lettre est associée à une autre, donc c'est la façon de s'exprimer habituelle. 220 millions donc de lettres dans ce mot-là. Alors, si on évalue les possibles, c'est 4 à la puissance 220 millions, ce qui fait environ 10 à la puissance 130 millions. Pour comparer, on estime que le nombre d'atomes dans l'univers observable avec les plus grands télescopes, c'est 10 puissance 80. Ça veut dire, ça s'écrit avec un 1 et 80 zéros. Alors que les modifications possibles de l'ADN, ça s'écrit avec 1 et puis ensuite 130 millions de zéros. Alors ça, c'est tout à fait vertigineux. Pour écrire ce nombre, il faudrait une centaine de livres de 400 pages. C'est rien que pour écrire les zéros. Donc ça, je vais y revenir, c'est absolument colossal. Et puis, il y a ce que la nature, depuis 3 ou 4 milliards d'années, ce qu'on appelle la soupe primitive, qui est un terme un peu vague d'ailleurs, ce que la nature a essayé. C'est-à-dire tous les ADN qu'elle a, avec les mutations qu'elle a tentées. On peut en avoir une estimation
très grossière, en considérant que depuis cette période initiale, la sphère terrestre était recouverte de bactéries sur une couche de plusieurs kilomètres et que toutes ces bactéries mutaient tous les dixièmes de seconde indépendamment les unes des autres. Donc alors là, ça fait beaucoup. Eh bien, ce que la nature a exploré, c'est une partie infinitésimale des possibles. C'est tout petit par rapport au possible, même à l'échelle d'un atome par rapport à toute la sphère terrestre. Et puis alors, il y a ce que les hommes vont expérimenter. C'est-à-dire que si on suppose qu'il y a beaucoup de laboratoires autour de la planète, des milliers, et que ces laboratoires, tous les dixièmes de seconde, ils font des nouveaux ADN, etc., eh bien, dans l'espace d'une civilisation de plusieurs milliers d'années, voire même de la durée de nos déchets nucléaires, plusieurs centaines de milliers d'années, on n'aura pas exploré qu'une toute petite partie de ce que la nature a exploré. 3 ou 4 milliards d'années, c'est colossal. Donc on a trois niveaux, ce que les hommes pourront faire, ce que la nature a fait et les possibles. Bon, on peut discuter sur cette arithmétique, utiliser les codons de trois lettres au lieu de... Mais ça ne change pas, les ordres de grandeur sont toujours disposés de cette façon-là, tout petit par rapport à ce que la nature peut faire, puis tout petit la nature par rapport au possible. Alors ça veut dire que la phrase célèbre de Jacques Monod qui dit que l'homme est une particularité très singulière dans l'évolution, eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que c'est la nature qui est une particularité très singulière. Donc la nature dans son ensemble. Ça, c'est la première conclusion qui me paraît tout à fait forte et importante. Et alors, j'essaye d'aller vite, le deuxième pilier de mon argumentation est la construction d'un dictionnaire pour mieux comprendre ce qu'est la combinatoire. Un dictionnaire, donc, entre la chimie, on peut dire, et les mathématiques, entre la biologie de synthèse et une théorie mathématique. On peut prendre la plus simple, enfin une des plus simples, c'est l'arithmétique, la théorie qui parle des propriétés des nombres entiers. À une molécule écrite, une molécule dessinée, on pourrait dire, une molécule conçue dans son esprit, une molécule, je fais correspondre un énoncé en mathématiques. Un énoncé, c'est quelque chose qui soit vrai, soit faux. Enfin, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais c'est soit vrai, soit faux. Et donc, et alors, à une molécule synthétisée par la nature ou synthétisée en laboratoire, je fais correspondre un énoncé démontré. C'est-à-dire que dans cette correspondance, à la synthèse chimique ou à la synthèse, je fais correspondre la démonstration en mathématiques. Et alors, ce dictionnaire est, à mon avis, très très éclairant d'un point de vue philosophique ou épistémologique. Parce que, d'un côté, évidemment, ça bouge, il y a la nature qui fait évoluer les choses, mais en se fondant sur ce qui existe. Et de l'autre côté, ça bouge aussi, parce que ce sont les mathématiciens qui démontrent des théorèmes, et en général, ils démontrent des théorèmes en se servant des théorèmes déjà démontrés. Ils ne recommencent pas au début, sauf projet très exceptionnel comme Bourbaki, où il a vraiment voulu commencer au début. Mais sinon, le travail du mathématicien est de se servir des choses déjà démontrées. C'est comme du côté de la nature, n'est-ce pas? La nature, elle utilise les choses déjà. Alors, donc le parallèle est très fort, et l'intérêt de ce parallèle, c'est que du côté des mathématiques, on sait beaucoup de choses. On peut démontrer certaines choses. Alors que de l'autre côté, c'est beaucoup plus compliqué, il y a les catalyseurs, il y a l'énergie, il y a toutes sortes de choses qu'on a simplifiées dans cette correspondance. Et alors du côté des mathématiques, ce qu'on peut démontrer, c'est que à partir d'un certain niveau de complexité de la théorie, et notamment à partir du niveau de l'arithmétique, eh bien, la fabrication de théorèmes, c'est-à-dire ce qui correspond à la synthèse, la fabrication de théorèmes n'est pas un processus qui relève des algorithmes. C'est-à-dire que, plus précisément, étant donné un énoncé, trouver la démonstration de cet énoncé ne relève pas d'une procédure algorithmique.
ça dépasse les possibilités d'un algorithme. Pourquoi? Parce que la longueur des démonstrations qu'il faut essayer n'est pas bornée effectivement à partir de la donnée de l'énoncé. Alors là, on peut démontrer ces choses-là, c'est les propriétés donc d'incomplétude et d'indécidabilité qui sont prouvées en mathématiques. Et alors, pourquoi ces propriétés se transportent et portent en quelque sorte des enjeux du côté de la nature? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut montrer qu'il y a des mécanismes de cassure d'ADN ou de recollement qui relèvent de systèmes qui sont en correspondance avec l'arithmétique, c'est-à-dire qui sont aussi compliqués et même plus complexes que ce qui se passe en arithmétique. D'où l'idée que ces phénomènes d'incomplétude et d'indécidabilité existent aussi du côté de la nature et de la biologie de synthèse. Ça veut dire très concrètement que l'opération qui consiste, étant donné une protéine supposée, retrouver la façon qu'elle a été synthétisée, c'est une opération très difficile et raison probablement, à mon sens, pour laquelle c'est dans l'autre sens que la plupart des biologistes procèdent, c'est-à-dire qu'ils essayent un nouveau changement pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'ils partent dans le sens de la déduction et non pas dans le sens de trouver directement une synthèse à partir d'un énoncé. Voilà, alors, ça dit schématiquement les thèses principales de mon livre. Alors, tout ça, il y a un sous-jacent. Alors bon, tu prends une analogie mathématique qui est cohérente avec ta formation. Non, mais et je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a quand même l'image, un peu spontanément, que ce qu'on peut faire. Alors, d'une part, la manière dont la nature évolue, c'est quand même un petit peu un calcul, on essaye, et puis voilà, en fait, on va à proximité de ce qui existe. En fait, on est dans quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on appelle en mathématiques de l'analyse, c'est-à-dire qu'on va à proximité, et puis on regarde les petites variations, alors que là, ce que tu nous racontes avec ta combinatoire, et qui est renforcé par le fait qu'en fait, on ne peut pas y accéder par les algorithmes, c'est qu'on est dans un autre style de mathématiques où en fait, il y a des objets, c'est plus ce qu'on appelle l'algèbre formelle, où il y a des objets qui, au fond, ont des propriétés différentes, et qu'en fait, on peut faire comme ça des sauts discontinus d'un objet à l'autre. Oui, alors pour moi, il y a vraiment un domaine nouveau, domaine nouveau qui n'a pas été suffisamment pensé, à mon sens, c'est la combinatoire. On peut dire que toutes ces molécules, et même l'ADN, ça relève de nombres entiers. Oui. C'est comme les nombres entiers. Et les nombres entiers, les propriétés des nombres entiers, c'est l'arithmétique, qui est cette théorie qui est incomplète, avec de l'indécidable. Pourquoi? Parce que les propriétés des nombres entiers sont extraordinairement curieuses, bizarres, et que une telle propriété des nombres entiers ne s'obtient pas par une approximation. Les propriétés des nombres entiers sont comme des... Est-ce que c'est vraiment des lois? Il n'y a pas vraiment de généralité, c'est les nombres entiers qui vérifient cette propriété-là. Et une autre propriété sera différente. C'est l'ensemble de ces possibles-là que nous avons est un ensemble, on appelle ça en mathématiques, éparpillé. Ouais, éparpillé. Je pense qu'éparpillé, c'est bien. Ça veut dire que quand tu fais, comme ce que tu dis, comme quand les biologistes en fait font comme ça un peu des tentatives, alors pour le coup un peu au hasard, parce qu'eux c'est comme ça qu'ils le voient. Et en fait, on peut avoir l'idée que, mettons que tu es dans une voiture, que tu roules à 100, puis tu te dis je vais rouler à 105, on va voir ce que ça fait. Puis si ça ne plaît pas, tu reviens en arrière. Voilà, tu étais un peu dans le... Mais là, tu dis pas ça, tu dis que tout d'un coup, tu peux passer de 100 à 300. Et que donc, c'est discret. C'est discret, tu passes tout d'un coup dans un autre monde où ça n'a plus rien à voir et où tu peux te trouver face à des phénomènes qui, du coup, sont éventuellement irréversibles, où tu ne peux pas revenir de 105 à 100. Tu peux très bien te trouver tout d'un coup dans un autre truc et puis basculer dans un autre monde pratiquement d'un seul coup, comme ça, sans crier gare, quoi. Oui, alors on va en parler. Ça, c'est le fait qu'en plus, il y a des effets de ces expérimentations et de ces tentatives qui sont s'ils sont répandus, qui sont vertigineux, eux aussi, de cette possibilité de transformation. Mais je pense que
à ce point de discussion, il faut insister sur le fait que c'est très différent de la démarche classique de la pensée classique, qu'on appelle la science nomologique, c'est-à-dire que, où on considère que c'est toujours valable de prendre un schéma simplifiant et ensuite de le perfectionner, ensuite de calculer un peu de la précision, or là non, là schématiser, c'est obtenir des choses complètement différentes. Voilà. Le schéma peut parce que c'est l'idée d'approximation que tu es en train en fait de démolir, si je puis dire. De démolir pour la biologie de synthèse. Oui. On n'est pas dans un truc qui peut être en gros vrai, on peut être dans un truc qui est complètement faux. Enfin, on peut se trouver complètement ailleurs. Oui. Et avec 3 nucléotides modifiés, c'est la mucoviscidose. 3 sur, donc, on a dit 320 millions. Voilà. Donc là, c'est le domaine du discret, et c'est vrai que c'est très différent de la logique, on pourrait dire, de tout le champ de raisonnement de l'ingénieur. L'ingénieur est toujours à penser des systèmes avec une entrée-sortie, avec souvent une optimisation à faire, et des choses de plus en plus précises. Alors là, non. Alors, je peux peut-être prendre aussi une autre, puisque tu parles de l'ingénieur, on sait qu'on est par exemple face à des systèmes informatiques, et en gros ce qu'on dit quand on va mettre en vente un nouveau logiciel, c'est qu'on le débug. On regarde un petit peu, on le fait essayer, et puis voilà, on le perfectionne, on enlève quelques bugs, etc. Mais finalement, on retrouve quelque chose du même ordre, parce qu'il y a quand même en même temps quelques bugs en situation réelle qui sont catastrophiques. Là, on a vu récemment, par exemple, il y a eu un bug sur un logiciel d'Orange qui fait que pendant 2 jours, les gens n'ont pas pu appeler les urgences. C'est vrai. Où il y a eu un bug magistral une fois à la gare Montparnasse qui fait que les trains ne pouvaient plus circuler. C'est vrai. En fait, alors qu'en fait, on est plus, pendant ce temps-là, intimement persuadé que c'est des systèmes qui ne vont pas diverger notablement, mais si, ils peuvent diverger notablement. Enfin, cette histoire des 3 nucléotides qui te rendent malade de manière très grave, on le retrouve. Il y a eu la fusée Ariane à un moment donné qui est partie en fumée parce qu'il y avait eu un... Oui, alors, le point qui me paraît central pour la biologie et l'écologie, c'est le fait que, qui me paraît lié à notre conversation, c'est le fait de cette origine discrète et en nombres entiers. Et au fond, la nature, qu'est-ce que c'est ? La nature, c'est quelque chose, ce sont une série de phénomènes qui transportent un microscopique discret et combinatoire dans le domaine macroscopique. Les plantes, les fleurs que nous voyons, les arbres, c'est du macroscopique. C'est du macroscopique, mais c'est un macroscopique qui est une expression de quelque chose qui, en fait, est microscopiquement discret. Et donc, avec en plus cette évolution collective avec une interaction très forte entre les différents êtres vivants. La phrase qui est répétée à l'envi par un certain nombre de biologistes scientistes consiste à dire on essaye, mais on fait la même chose que ce que fait la nature exactement. On fait la même chose que ce que fait la nature. Et ça, évidemment, c'est extrêmement sommaire. On peut en dire quelques mots. Vas-y. On peut en dire quelques mots. C'est extrêmement sommaire. Pourquoi ? Parce que la nature, premièrement, elle essaye collectivement ce qui est viable au niveau de la cellule, puis ensuite ce qui est viable dans l'ontologie, l'embryologie, et puis ce qui est viable aussi dans l'ensemble de l'écosystème. Et donc, la nature, il n'est pas clair du tout qu'elle procède au hasard. Le mot de hasard, mettre du hasard sur la réalité, c'est le simplifier a priori. C'est une des façons de le simplifier et d'enlever toutes les particularités qui sont, en fait, j'irais même jusqu'à dire que peut-être, d'une certaine façon, les mutations, elles sont créées par un petit contexte qui les fait ressembler un peu à des nombres pseudo-aléatoires, c'est-à-dire des petits mécanismes que nous ignorons. Oui, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que quand la nature expérimente, entre guillemets, elle le fait dans un certain contexte où il y a finalement énormément de rétroaction très rapide, alors que dans un laboratoire
où on expérimente de manière artificielle. Tout ce contexte, on l'a gommé. Et donc, on peut très bien faire émerger quelque chose qui précisément est incontrôlable. Parce qu'en fait, dans le contexte d'innovation de la nature, en fait, il y a toute une dimension disons, écologique au sens d'environnement. Quoi. Absolument. La nature expérimente dans un environnement Absolument. qui finalement borne Oui. cette innovation, Oui. alors que dans un laboratoire, tu as supprimé toute une série C'est ça. de ces rétroactions et que donc tu peux innover pratiquement sans limite. Rétroaction ou interaction Voilà. ou coévolution Voilà. qui ont été gommées. C'est ça. Et alors, je pense que ça touche à une façon de concevoir la connaissance. C'est-à-dire que c'est lié à notre façon de traiter l'ignorance. Dans le livre très célèbre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, donc il parle de la roulette de la nature. Oui, alors, cette roulette, il y a d'ailleurs un certain nombre de scientifiques qui tout de suite lui ont dit, ah oui, mais alors, si on dit que c'est au hasard, c'est de nous empêcher de regarder un peu plus loin. C'est une espèce d'obstacle. On termine, oui, la discussion est terminée. Quoi. Si tu dis c'est Oui. le hasard, il n'y a plus rien, à faire. Oui. On peut faire des petits calculs, et voilà, c'est le hasard, il n'y a plus rien à dire. Mais en fait, ce hasard, c'est une façon de traiter l'ignorance, est une façon très radicale de traiter l'ignorance. En fait, comme tu l'as dit, on a enlevé tous les liens et les conséquences qui sont liées aux relations avec le contexte, et puis on a aussi ôté une part de la petite mécanique inconnue que nous ne connaissons pas, des rouages qui font que, bon, il y a plusieurs sortes de mutations par délétion, mutations, etc., par recollement. Et donc, il y a une sorte de blocage, me semble-t-il, dans la pratique scientifique majoritaire actuellement, qui est d'ignorer l'ignorance. C'est-à-dire que de faire comme si on était sur le point de tout savoir. Alors que, eh bien, justement, cette leçon que nous donne ce parallèle avec l'arithmétique nous montre qu'il est tout à fait acceptable scientifiquement qu'il y ait de l'ignorance définitive, qu'il y a des choses qui sont tellement hors de portée dans la complexité du développement, justement, entre ce microscopique de nombres entiers et le macroscopique collectivement évolué, que nous ne saurons jamais. En plus, j'ajoute qu'il est clair que la nature ne nous laisse pas, dans les êtres vivants actuels, une vision cumulative de tout ce qui a été fait. Pas du tout. Il y a des choses qui sont définitivement effacées. En particulier, tous les essais qui ont été faits, qui étaient des échecs immédiats. C'est-à-dire que prenons une certaine époque de la préhistoire, il y a eu des échecs tout de suite, immédiats, des êtres vivants qui n'étaient pas viables, des êtres vivants qui ont été immédiatement dévorés, tout ça, on ne le sait pas. Ça a été parce que ça a été des échecs tout de suite, on n'en a plus les traces. Et puis après ça, tu peux... en même temps, même la nature qui a expérimenté, enfin ça c'est un peu... Oui, qui a essayé. Oui, enfin, il y a des catastrophes qu'on connaît. Il y a eu des moments d'écroulement. Tout à fait, bien sûr. Dans les espèces. Et donc, il y a aussi des catastrophes. Une série de catastrophes. En général, les échecs et les catastrophes sont plutôt brutaux. Et alors que les perfectionnements, ou entre guillemets, les complexifications sont plutôt lentes et progressives. Donc c'est un processus assez comme ça. Donc quand on parlait de la providence dans notre premier entretien, on revoit que cette question de la providence, elle revient. C'est-à-dire on peut se dire, de toute façon, expérimentons toujours, il n'en sortira que du bien. En fait non, on n'en sait rien. C'est ça qui est difficile à accepter, c'est qu'on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment un univers... il y a une tendance à calquer, alors je ne citerai pas là maintenant ces courants scientistes de tout le courant, quand même citer quelques noms de Fischer, Hamilton et puis Dawkins récemment, là, qui pensent qu'on peut mettre toute la nature sur un ordinateur et qu'on a tout compris, ce qui est vraiment complètement une contre-vérité. D'abord, ne serait-ce que comprendre un peu ce qui existe aujourd'hui,
c'est d'une variété. Le monde microscopique qui est dans le sol est d'une telle variété que jamais ça pourra être connu. C'est trop changeant et trop varié. Et en plus, alors le passé, pour expliquer ce qui se passe, c'est complètement hors de portée. Il faut dire tout simplement que les bactéries qui sont fossiles dans nos roches, on n'a que la forme, on n'a pas l'ADN. Hein. Et donc, il y a des millions, des milliards d'essais qui ont été faits qui sont définitivement perdus. Et je pense que, c'est pour ça que j'avais pris comme titre le savoir, ce que nature sait, je pense que cette expérience de la nature, cette expérience, on a dit, ces essais, ces tentatives, c'est un monde très particulier qui doit être pensé comme un monde protégé dans l'immensité de ce combinatoire possible. Et en même temps, c'est un peu comme un savoir. C'est-à-dire que ça n'est pas nul, cette expérience qui a été faite. C'est difficile à dire, c'est pas un savoir comme une représentation, mais c'est un savoir quand même. Oui, alors bon. Pour moi, c'est un savoir-faire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait... Oui, on peut dire ça. Oui, un savoir-faire, mais qui a une consistance. Oui, tout à fait, oui. Et qui peut même dépasser ce que nous pourrons savoir. Oui, voilà. Mais c'est un savoir-faire, savoir-faire qui pourrait dépasser notre savoir. Oui, tout à fait. Oui, je pense que ça, mais je te l'accorde, ça. Oui. Un savoir-faire qui est assez admirable quand même. En tout cas, oui, qui forcer un peu le respect. Qui nous laisse un peu pantois, bah oui, tout à fait. C'est ça, nous laisse un peu pantois.